Bonjour. Euh, j'ai l'impression que ce micro marche, donc on va commencer la première table ronde de la Biennale sur troisième édition de la Biennale Histoire d'industrie au pluriel. Je ne vais plus en parler parce que je laisserai le soin aux intervenants de présenter leurs idées, leurs réflexions. Seulement vous dire, je suis très heureuse de vous accueillir ici. Merci. Je remercie chaleureusement les intervenants, le public, les intervenants qui ont généreusement accepté de venir à Tulle, malgré, disons-le, les complexités des trajets, et partager avec nous leurs idées et leurs connaissances. Donc, grâce à eux, je pense on peut dire l'Europe et des questions qui concernent l'Europe et nous ne se pensent pas seulement à Paris, à Bruxelles ou dans d'autres métropoles, mais ils peuvent aussi se discuter, penser à Tulle. Et je suis particulièrement contente de présenter Marco Doria, professeur Marco Doria, historien, qui anime cette table ronde. Il est historien de formation. Il a fait ses études à l'Université de Gênes, puis à l'Institut européen de Florence. Il s'est spécialisé dans l'histoire de l'entreprise et les relations entre économie, territoire et pouvoir public. Son premier ouvrage publié en 1989 portait sur l'entreprise Ansaldo, société industrielle historique de la région de Gênes et ses liens entre industrie et État, qui restent au cœur de ses préoccupations. Donc, il a fait d'autres livres sur Banco di Chiavari et ça illustre son intérêt dans la manière dont nous pensons dont les infrastructures économiques et urbaines s'entrelacent dans le temps long. Je dirais seulement, Marco Doria n'est pas seulement un chercheur. Et il est aussi homme d'action, si on peut le dire. Il était maire de Gênes de 2012-2017. Et en fait, il est une des rares personnes, rares dans le monde académique, qui met ses savoirs très vigoureusement et avec conviction au service de la cité. Et je peux évoquer ici la réflexion de Max Weber, sociologue allemand, qui voyait dans la vocation du savant et celle de l'homme politique deux éthiques très distinctes. L'éthique de la conviction, l'éthique de la responsabilité. Et Marco Doria, je pense, réunit ces deux. Ces deux dimensions, rigueur de la recherche, la conviction que comprendre le passé peut nous aider à agir avec responsabilité dans notre présent. Donc, j'aimerais seulement, avant qu'on commence cette table ronde, dédier cette table ronde, si vous êtes d'accord, à la mémoire de l'historien Alain de Werp, grand historien de l'industrie et du travail, auteur d'un livre magistral sur Ansaldo, un capitalisme à l'italienne. Il n'est plus avec nous, nous avons quitté en 2015 un chercheur exceptionnel, un ami très cher, un esprit libre, disparu trop tôt, en 2015. Et cette table ronde, j'aimerais bien lui dédier. Merci. Merci et bonjour à vous. J'ai le plaisir d'introduire, de présenter cette table ronde. Le titre est un modèle Manchester, point d'interrogation, passé présent dans des villes industrielles européennes, 19e jusqu'au 7e siècle. Il y a trois intervenants.
qui sont Dominique Dantier de l'Université de Limoges et dans la structure Mémoire ouvrier en Limousin. Sven Steffens, qui vient de Molenbeek en Belgique, archives et musée de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, et Madame Myriam Joly, qui n'est pas historienne, mais qui a créé une entreprise textile à Castres. Alors, il y aura des interventions d'historiennes et un témoignage d'une femme qui a créé une entreprise. Je dois d'abord m'excuser pour les fautes de mon français et je vais introduire la table ronde en partant des mots que j'écoutais hier. Hier, il y avait une intervention qui a utilisé les mots massacre de l'industrie en France dans les derniers 30-40 ans. Alors, il y a eu peut-être largement un massacre, réduction de poids de l'industrie, du secteur industriel dans notre économie. Avant, il y avait une industrie. Alors, industrialisation et désindustrialisation, ce sont des mots-clés pour notre table ronde. Notre table ronde aura, à mon avis, aussi encore 3 mots clés. Économie, société, territoire. Économie, quelle industrialisation? Quels ont été les caractères de l'industrialisation dans les cas d'études que nous allons voir? Production, marché, occupation. Société, naturellement, classe ouvrière, transformation de la structure sociale dans la période de l'industrialisation et dans la période de la désindustrialisation, des changements de la société, alors métier, professionnalité, immigration peut-être, nous allons le voir. Territoire, espace urbain, les villes, quel modèle Manchester, quelles sont les spécificités des différents lieux que nous allons voir. Cas d'étude et réflexion sur le présent. Alors, les liens passé-présent seront, je crois, continus. Pour aller en ordre alphabétique, en partant avec les historiens, je donne la parole alors à Dominique Dantier. À vous. Merci. Alors, moi, je vais vous parler essentiellement de Limoges, en fait, alors qui n'est pas forcément l'exemple qui vient à l'esprit lorsqu'on parle d'industrialisation, mais entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, Limoges est une grande ville industrielle. Alors, une grande ville industrielle avec un modèle original qui est la domination de l'industrie de la porcelaine, qui est liée à la présence de la ressource en kaolin, en fait, qui est découverte à la fin du XVIIIe siècle et qui est liée aussi à la qualité de cette ressource. Et donc sur place, on a développé l'industrie porcelainière. Alors ça n'est pas une mono-industrie, bien entendu. Il y a d'autres industries. La chaussure aussi, à l'époque, est l'autre grande industrie dominante. Et puis il faudrait citer tout un tas d'autres activités industrielles. Il y a de la métallurgie, il y a de la tannerie, des industries agroalimentaires, etc. Mais peut-être pour ces dernières avec une intensité moindre en moyens et en capitaux que les 2 premières citées. Alors moi j'insisterai surtout sur la fin du 19e, début du 20e siècle, et puis j'essaierai d'esquisser une conclusion rapide sur le présent. Alors la première diapositive que vous voyez derrière moi, en fait, voilà, nous sommes typiquement dans finalement dans l'évocation d'une ville industrielle. Alors évidemment, c'est l'image, cette carte postale, d'une réalité qui a disparu, mais qui a longtemps rythmé la vie de la cité porcelainière. C'est la sortie des usines. Alors ici, nous sommes avenue de Poitiers, au nord-ouest de la ville, avec un environnement visuel qui est celui d'une ville industrielle, c'est-à-dire en arrière-plan, vous avez une usine de porcelaine, c'est l'usine Théodore Haviland.
Il faudrait y rajouter, mais ça l'image ne peut pas nous le donner, le paysage sonore, puisque vous avez les sirènes des usines qui pendant longtemps ont rythmé pendant la vie locale, hein. Le temps de l'usine organisait bien entendu la vie de ceux qui y travaillaient. Alors cette image aussi, je voudrais souligner, je l'ai choisie aussi parce qu'elle paraît un petit peu contre-intuitive pour évoquer ce que pouvait être une ville industrielle, parce que on a l'image, si vous voulez, de la ville industrielle avec un environnement pollué, dégradé, etc. Alors, nous sommes dans un faubourg, lieu par excellence de la croissance industrielle et urbaine au XIXe siècle, mais avec justement un environnement qui n'a pas l'air dégradé du tout, bien au contraire, hein. On a une rue qui est revêtue, on a des trottoirs arborés même, on a un parc également, hein. Et donc, on est apparemment un petit peu loin, évidemment, des représentations qu'on pourrait avoir des villes industrielles. Alors évidemment, la photographie ne dévoile pas tout de la réalité urbaine de Limoges, bien entendu, qui est beaucoup plus contrastée, avec des quartiers insalubres qui demeurent, et qui d'ailleurs, pour certains, à la fin du XIXe siècle, commencent à être démolis pour laisser la place à des opérations de rénovation qui se poursuivront ensuite. Et donc, il y a également des espaces, dans les nouveaux espaces dans lesquels la ville se développe, des espaces qui ne bénéficient pas des derniers progrès de l'urbanisme, avec des rues qui ne sont pas revêtues, absence de voirie, etc. Bien. Je reviens à l'industrialisation de Limoges, puisque c'est aussi le sujet qui nous concerne ici. On a en fait une industrialisation donc, autour de la porcelaine en 3 vagues successives, hein. Alors je précise aussi qu'il y avait un tissu industriel au XVIIIe siècle qui était basé sur l'industrie textile, mais qui n'est pas finalement très très bien connu et qui a été supplanté assez rapidement. Alors, fin XVIIIe siècle, donc s'implantent les premières manufactures. Il y en a une seule avant 1789, 4 sous l'Empire. Donc oui, c'est quand même très modeste. Le développement arrive au milieu du XIXe siècle à peu près, hein. Vous avez une dizaine de manufactures déjà en 1837 et qui emploient à peu près 1200 ouvriers. Mais c'est surtout l'apogée de la porcelaine au début du XXe siècle. Là, vous avez 30 fabriques. Sur 32 dans le département, il y a 30 fabriques à Limoges qui représentent à peu près 10 000 ouvriers, sachant que Limoges est à l'époque une ville de 90 000 habitants à peu près. Donc vous voyez, il y a énormément de familles qui vivent de cette industrie de la porcelaine. On va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors voilà, donc vous avez le plan de Limoges, qui est le plan de 1909, sur lequel j'avais, un peu artisanalement à l'époque, hein, mais bon, c'était pour ma thèse, j'avais localisé les usines de porcelaine, donc avec les carrés rouges, et les ateliers de décor de porcelaine avec les carrés jaunes, et puis les usines de chaussures qui apparaissent avec des petits cercles verts. Alors, l'industrie donc joue un rôle important dans le développement de la ville. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle en contrôle le développement? Ça aussi, c'est un élément important. Je dirais qu'elle s'installe d'abord en fonction de 2 contraintes. Alors, si mon pointeur avait marché, je vous aurais montré. Dans l'angle droit du plan, vous avez la rivière la Vienne et on voit donc des usines qui s'implantent dans ce secteur. Ce sont les implantations les plus anciennes parce que ce qui explique l'implantation de l'industrie porcelainière, c'est l'énergie et la place disponible. Alors en bord de rivière, tout d'abord, vous avez par exemple en haut la manufacture de porcelaine des Cassots, qui est implantée à proximité de la Vienne, parce qu'on reçoit le bois de flottaison qui est destiné à la cuisson, donc à la cuisson des pièces de porcelaine. Ensuite, l'industrie se déplace. Donc vous voyez, elle remonte vers le nord en fait. Et elle remonte vers le nord selon une logique des terrains qui sont disponibles et puis selon aussi la logique de l'arrivée du chemin de fer qui permet de recevoir le charbon, puisque tout ça accompagne une révolution technique qui est... Ah bah voilà, super, je vous remercie. Voilà. Donc vous voyez ici la rivière la Vienne, donc les industries implantées à proximité de la rivière pour recevoir le bois de flottaison, et donc un déplacement de l'industrie à la fin du 19e et au début du 20e siècle qui vient s'implanter dans ces quartiers-là, et vous voyez ici la ligne de chemin de fer qui arrive et donc qui permet de recevoir le charbon. Il faut savoir quand même que l'industrie porcelainière est une grosse consommatrice de charbon, puisque en 1912, sur à peu près 120 000 tonnes de charbon qui sont livrées à Limoges, vous en avez la moitié qui sont destinées au four des porcelainiers et qui permettent aussi l'usage de la machine à vapeur et donc la mécanisation, notamment pour les tours à porcelaine. Alors, la carte, une autre précision importante aussi, la rivière ne perd pas de son importance parce que c'est à partir de l'énergie hydraulique qu'on va tenter les premières expériences d'électrification aussi de la production. Ça commence en 1889 et ça va se généraliser assez rapidement par la suite à la moitié des fabriques. Ce que la carte fait apparaître également,
c'est, vous voyez, le caractère dual de la production avec les ateliers et les manufactures de porcelaine. Alors, les ateliers réalisent ce que les manufactures de porcelaine ne savent pas faire, en fait, hein. C'est-à-dire des décors particuliers, les décors pour les hôtels, etc. Il existe même, mais là il est impossible à cartographier, un travail à domicile qui n'a pas disparu, notamment pour les peintres en porcelaine. Mais c'est vrai que c'est l'usine principalement qui marque le paysage urbain. On le voit ici. Alors tout à l'heure, je vous ai montré la première diapo, c'était l'usine Théodore Haviland. Eh bien, la voilà ici. Hein, vous la voyez dans toute son extension, cette usine Théodore Haviland, qui est une usine géante. Alors, usine géante, parce que ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que à la fin du 19e siècle, l'usine a intégré à peu près tous les stades de la production, la fabrication et le décor qui jusque-là étaient dissociés. Et ce que l'on voit également, c'est l'ampleur. Hein. Alors peut-être on peut activer aussi, si vous voulez bien activer le... Voilà. Ici, j'ai superposé le cadastre de l'année 1968 et on voit, elle est là, voilà. On voit ici mieux cette usine Théodore Haviland, d'accord, voilà, l'usine Haviland qui a aujourd'hui disparu, hein, elle est là. Donc vous en voyez, on en voit l'emprise, elle était encore visible dans le cadastre de 1968. Cette usine, c'est plus de 1000 employés, 1100 très exactement, c'est 13 270 mètres carrés de bâtiments sur un terrain de 5 hectares. Vous avez à Limoges 4 entreprises qui regroupent à peu près la moitié des ouvriers porcelainiers. Et si on prend les 30 entreprises, on arrive à une moyenne de 326 ouvriers par usine, hein, ce qui est quand même considérable. Donc le développement de l'industrie, c'est un facteur clé de l'expansion démographique, avec une croissance moyenne à peu près de 1 à 1,6% par an de la population urbaine entre 1880 et 1906. Les besoins en main-d'œuvre sont considérables et les usines ne semblent avoir jamais suffisamment d'ouvriers. D'ailleurs, les patrons essaient de fixer la main-d'œuvre, hein, en développant, alors pas Théodore, mais son frère Charles par exemple, une politique du logement ouvrier, ou bien alors en créant des grands dortoirs où ils pourront loger leurs ouvriers. Alors, là, avec ce que j'appellerais une forme d'encasernement de la main-d'œuvre. La croissance, vous voyez, a fait surgir aussi, il faut le souligner, ici, vous avez ici la place Carnot, qui est donc ici le centre ancien, et vous voyez qu'en fait, la croissance industrielle a fait surgir un nouveau centre à côté du centre, une véritable ville porcelainière. Pardon. Alors, ce qu'il faut prendre en compte également, hein, c'est cette question, cette croissance des faubourgs. Vous voyez, hein, vous voyez, on voit très bien ces faubourgs. Eh bien, ces faubourgs, en fait, c'est pas forcément des lieux de marginalisation, parce qu'on a souvent tendance à dire que le faubourg est un lieu de la marginalité urbaine. C'est pas vraiment le cas, parce que les ouvriers résident dans les faubourgs, ils habitent bien sûr à proximité des fabriques, et bien souvent, vous avez des ouvriers spécialisés, et même des ouvriers qui représentent l'élite, comme les peintres sur porcelaine, qui habitent dans les faubourgs. Donc le faubourg n'est pas particulièrement un lieu de marginalisation. C'est plutôt les vieux quartiers urbains, qui sont plutôt des lieux de marginalité, parce que c'est là où vous allez trouver la main-d'œuvre la moins qualifiée, bien souvent. Alors, justement d'ailleurs, on va passer à la diapo suivante. Cette nouvelle population, alors entre marginalisation et intégration, je voudrais souligner, puisque on compare en fait, on s'intéresse au modèle manchestérien. À côté de Manchester, il y avait Rochdale. Et Rochdale, c'est là où on a fondé, au XIXe siècle, une coopérative de consommation qui était la coopérative des équitables pionniers de Rochdale. La coopération, c'est quelque chose d'important dans le tissu des villes industrielles et d'une ville industrielle comme Limoges, parce que d'abord à Limoges, vous avez la puissance des organisations ouvrières, il y a un mouvement social qui est très important, et vous avez une coopérative de consommation qui est l'Union de Limoges, dont vous voyez des succursales, et la salle des fêtes qui est achevée en 1911. Eh bien, ce que nous montre en fait le développement de la coopération, c'est un moyen pour les ouvriers, pour les néo-citadins, c'est un moyen d'intégration en quelque part. C'est-à-dire, il se crée un lien entre les ouvriers et leur coopérative qui est administrée par des ouvriers pour des ouvriers, avec une pratique régulière du vote. Hein, les sociétaires sont mobilisés régulièrement pour venir voter. Et c'est en ce sens un moyen d'apprentissage de la démocratie directe, hein, déjà d'une part. Et puis c'est aussi un moyen d'intégration à la société urbaine. Parce que, au fond,
ce que je voudrais dire très rapidement, c'est que les néo-citadins n'ont pas forcément une connaissance globale du fonctionnement de la coopérative, mais ils ont bien perçu à l'échelle du quartier le rôle intégrateur de la coopération. Donc on peut se demander si la coopération n'a pas été aussi un des moyens, avec les syndicats, les associations politiques, de favoriser l'intégration urbaine. Et ce succès rapide, on peut peut-être aussi réfléchir et le mettre en lien avec une culture rurale où les pratiques solidaires étaient courantes parce que les ouvriers qui viennent à Limoges ne viennent pas de très loin, ils viennent des campagnes environnantes. Et donc, on retrouve une solidarité de quartier qui n'est pas sans rappeler la solidarité du village dans une structure dont on peut tirer avantage. Voilà. Alors, pour aller vers la conclusion, donc, on peut changer la diapositive, s'il vous plaît, voilà. Alors on peut s'intéresser à ce qu'il reste de ce passé. De ce passé, vous avez déjà le plan urbain en fait, parce que le plan urbain de Limoges, il permet toujours, pour peu qu'on le lise et qu'on s'y intéresse d'un petit peu près, il permet de retrouver, si vous voulez, ces phases de croissance de la ville. Des usines proprement dites, de ces anciennes usines dont je vous ai parlé, qui étaient quand même une trentaine, il ne reste pas grand-chose, il reste surtout des vestiges. Ici, vous avez un des fours, justement, de l'ancienne manufacture Théodore à Villande, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est tout ce qu'il en reste. On aperçoit derrière l'hôtel de police qui a remplacé donc, les anciens locaux de la manufacture. Donc, en fait, la porcelaine est une activité qui va décliner. Il n'y a plus beaucoup d'entreprises de porcelaine aujourd'hui à Limoges. Dans les années 60, il y a moins de 3000 ouvriers de la porcelaine. Et ce qu'il faut voir, c'est que en fait, le monde ouvrier dans les années 60 à Limoges s'est recomposé. Il s'est recomposé notamment autour d'autres entreprises, par exemple autour de la Savième, donc fabrication de poids lourds, avec donc les ouvriers métallurgistes, et puis aussi l'équipementier électrique Legrand. Alors, ça change énormément de choses, parce que les porcelainiers avaient largement participé à la gestion politique de la ville. Eh bien, désormais, c'est terminé. Ils en sont désormais exclus. Et je voudrais prendre l'exemple de l'entreprise Legrand. On peut changer de diapo, s'il vous plaît. Voilà, quelques images. Donc, le siège de l'entreprise et puis quelques images d'ouvriers en train de fabriquer du matériel électrique, enfin d'ouvrières même en l'occurrence. Legrand, c'est un exemple, je l'ai choisi parce que le fondateur Frédéric Legrand, c'est un peintre sur porcelaine à l'origine. Il était peintre sur porcelaine et il a repris l'atelier de décor familial, un atelier de décor qui employait 40 à 50 personnes. Dès 1919, il a compris qu'on pouvait passer de la porcelaine à une autre activité, toujours à partir de la céramique, qui était donc la fabrication d'isolants électriques, puisque vous savez que la céramique est un isolant électrique. Et en 1919, il y a un marché énorme, c'est celui de la reconstruction des villes du nord et de l'est de la France. Et c'est comme ça que l'entreprise Legrand va passer de la porcelaine au matériel électrique. Et donc, alors elle a largement passé le cap de la mondialisation aujourd'hui, mais ce que je veux vous montrer, c'est que, en fait, on va prendre la dernière diapo, c'est qu'au fond, on est passé d'une fabrication de la porcelaine qui était un produit, à la fois un produit de masse et un produit à caractère artistique, si vous voulez, et on est passé à la phase des usages industriels de la céramique. Et c'est ce que vous voyez ici, avec le développement d'un pôle européen de la céramique à Limoges, avec donc à gauche la coupole du parc technologique Esther, qui est quelque chose qui est bien connu des Limougeaux, qui se trouve en périphérie de la ville. Et là, on a un déplacement des activités, on a des activités de recherche qui n'ont plus rien à voir avec, évidemment, la production porcelainière qu'on a pu connaître dans les décennies précédentes. Et donc, en ce sens, Limoges est représentative d'une évolution industrielle, avec donc le développement de ce qui est désormais un pôle de compétitivité, le passage à une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée, et mais malheureusement c'est quelque chose que l'on voit un petit peu partout ailleurs, c'est-à-dire le temps des industries de main-d'œuvre qui est finalement un temps qui est désormais un temps un petit peu dépassé. Voilà, merci. Merci vraiment à Dominique Dantier. Je dois vous donner quelques mots sur l'organisation de la table ronde. Nous avions décidé que chacun pouvait parler pour 15 minutes, alors 3 interventions, 15 minutes.
après, un deuxième tour de réflexion sur ce qu'ont dit les autres. Et Dominique Dantier a touché, a souligné des points très importants en général. Le premier, la photographie. La première photographie que nous avons vue sur la sortie des usines, des ouvriers de Limoges, début du XXe siècle. L'image était d'une classe ouvrière. Il y avait des femmes aussi, des hommes et des femmes avec des vêtements absolument corrects. Pas une image de pauvreté. Les modèles Manchester, la ville Manchester a été étudiée pour la première moitié du 19e siècle par Friedrich Engels dans un livre très connu, très important, qui décrivait une image tout à fait différente. Alors, sont passés au début du XXe siècle 50, 60 ans, les choses ont changé, mais ça c'est un problème relevant, comme la coopération des formes des relations sociales entre les habitants de la ville, les ouvriers et les ouvrières de la ville. Porcelain, secteur dominant, mais pas le seul, mais assez vraiment important, capable de créer un système de relations avec des autres activités. Et une demande peut-être la chute d'importance des secteurs. Pourquoi? Ça, c'est pour le deuxième tour. Pourquoi? Et il y avait une très rapide réflexion sur l'insalubrité de l'environnement dans les villes industrielles. Souvent, il y a eu des problèmes de pollution. Ça, c'est une autre question. Ça dépend de la typologie de l'activité industrielle. Enfin, réseau, infrastructure. Dantier a mentionné les chemins de fer pour la rive du charbon. Dans les villes industrielles, les problèmes des infrastructures. Chemin de fer, autoroute, maintenant bande large. Il y a des problèmes d'infrastructure qui favorisent la compétitivité des industries, des villes industrielles. Ce sont des remarques trois rapides pour donner maintenant la parole à Sven Steffens qui nous parlerait de Molenbeek en Belgique. La Manchester en Belgique était appelée Manchester. Monsieur Doria, merci. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que le micro fonctionne convenablement, que je parle suffisamment fort malgré un rhume qui m'empêche de parler plus normalement. Je mets aussi mon chronomètre en route pour ne pas dérailler trop. Donc, merci à la régie technique, lorsque je donnerai un petit signe de la main, donc de changer de slide. Donc, petite présentation. Je suis historien de formation. Depuis une vingtaine d'années, je travaille à la commune de Molenbeek-Saint-Jean comme archiviste et conservateur d'un musée d'histoire locale. Et donc ici, je parlerai davantage comme médiateur, transmetteur de connaissances et de mise en contexte pour le grand public de l'histoire d'une commune belge particulièrement intéressante, bien que beaucoup de communes belges sont très intéressantes à étudier. Il n'y a pas de monopole molenbeekois, ça s'entend. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, en fait, petite mise au point, parce que Molenbeek-Saint-Jean, je ne sais pas qui dans la salle ici a une idée précise de la géographie et de l'histoire de cette localité. Pour vous dire que, en quelques mots, c'est un ancien village, Brabançon. J'insiste sur le qualificatif Brabançon, pas flamand. Nous ne sommes pas en Flandre, nous sommes en Brabant, historiquement parlant, situé au nord-ouest de la ville de Bruxelles, et petit village qui reste pendant des siècles dans ces régimes sous la tutelle administrative, économique, financière, judiciaire de la ville de Bruxelles. Et ce petit village de quelques centaines de paysans, maraîchers, artisans, etc., devient commune indépendante grâce à l'occupation française et à sa réorganisation du territoire de la future Belgique, et devient, à partir de la fin justement de cette époque-là, donc époque française, faubourg industriel de la ville de Bruxelles, avec tout de même
en quelques décennies, une démographie fulgurante, passant à plus de 70 000 habitants, 70 000, vous permettez, en 1914, avant d'être touché de plein fouet par la désindustrialisation depuis les années 1970 déjà. D'ailleurs, aujourd'hui, Molenbeek est quasiment un désert industriel à de très très rares exceptions près. Aussi, j'insiste sur le qualificatif commune. Donc, c'est vraiment un statut juridique, mais aussi il y a une connotation historique liée à cela, dans le sens où Molenbeek n'a pas été, sous l'Ancien Régime, une ville, mais justement un village sous l'administration de la ville de Bruxelles. Et donc, ce côté, disons, un peu lieu de seconde zone par rapport en tout cas aux grands voisins bruxellois, c'est encore perceptible aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a à peu près 100 000 habitants aujourd'hui, presque 100 000 d'après les chiffres officiels, plus vous ajoutez le P qui manque dans son papier, et là vous avez donc sans doute plus de 100 000 habitants, sachant aussi que Molenbeek, donc complètement désindustrialisé aujourd'hui, est la deuxième commune la plus pauvre du royaume de Belgique. Le slide suivant, s'il vous plaît. Ici, petite visualisation, malgré, disons, la difficulté de voir le détail, mais l'important ici, c'est de comprendre qu'on passe d'un espace rural, agricole, à un espace totalement urbanisé. En 3 siècles ici, début 18e pour le plan de la paroisse de Molenbeek 1707 et 2015, photo aérienne de la commune, entourée en fait de toute cette agglomération bruxelloise dont elle fait partie. Le slide suivant, s'il vous plaît, où vous visualisez là, juste, disons, le contour 6 km², enfin 5,9 km² pour la superficie de Molenbeek, faisant partie donc de la région de Bruxelles-Capitale avec 18 autres communes. Ensuite, le slide suivant, s'il vous plaît. Je voulais quand même faire insérer une petite réflexion sur cette épithète Manchester, petit Manchester de Belgique, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a effectivement un rayonnement international, sinon mondial, de cette épithète manchestérien. J'ai relevé, et ce n'est sans doute pas exhaustif, 41 localités réparties sur 4 continents, où à un moment donné, dans leur histoire, on a accolé cette épithète Manchester de l'Inde. Slide suivant, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas pour le détail, il ne faut pas lire tout ça, évidemment, mais vous voyez qu'il y a une quantité de villes en Asie, en Europe, un peu en Amérique, une en Australie, plusieurs en Belgique. D'ailleurs, Gand est aussi qualifié de Manchester du continent, Roulers, Rousselard également. Donc Molenbeek n'est pas la seule. Et d'ailleurs, je n'avais pas relevé Gênes, donc comme quoi, ce n'est pas complet. Le slide suivant. Et en effet, je me suis demandé, mais d'où est-ce que ça vient, ce succès de ce qualificatif? À Molenbeek même, j'ai cherché sans trouver beaucoup de références à cela, si ce n'est qu'au milieu du 19e, au moment de l'ouverture d'une école des dessin modelage par le bourgmestre, donc le maire de Molenbeek, il parle fièrement de Molenbeek comme du Manchester du Brabant, ce que je trouve honnêtement plus adapté à l'importance de la ville, sachant que en fait, la principale ville mentionnée dans les sources comme Manchester de Belgique, c'est Gand. Ce n'est pas Molenbeek, donc une ville textile, ce qui n'est pas non plus le cas de Molenbeek. Je trouve aussi intéressant donc, de se demander mais qui a eu intérêt à promouvoir ce discours sur une ville comparable à Manchester. On soupçonne évidemment que c'est le monde de l'entreprise, le monde politique et libéral. Il y a une majorité libérale qui domine largement la vie molenbeekoise. Mais il est intéressant aussi que voilà, cette épithète manchestérien revient aussi dans le discours historiographique à partir du moment de la désindustrialisation, justement, où on jette un regard sur le passé de la commune. Et ça va jusqu'au point que la commune de Molenbeek, dans son site officiel, slide suivant, donc quand vous ouvrez le volet Histoire de la commune, vous avez tout de suite un petit aperçu historique et on ne manque pas de faire référence au petit Manchester ou, pourquoi pas,
le Manchester belge, voyons grand. Et donc, là, je me suis intéressé à slide suivant, à l'aspect de l'iconographie. Et certaines des photos qui viennent d'être montrées vous montreront à quel point c'est important pour la formation de l'imaginaire collectif. Et nous avons en Belgique, en 1954-56, une publication absolument exceptionnelle qui essaye, disons, de donner une vision de la Belgique industrielle à travers d'images lithographiées de grandes entreprises, dont en l'occurrence 2 entreprises industrielles molenbeekoises, que vous pouvez voir sur le slide suivant, par exemple. Donc ici, l'usine François Pauwels. Et ça ressemble quand même à certaines photos qu'on vient de voir de manufacture de porcelaine. Et que vous regardiez cette image-là ou la suivante, des établissements de Rhône et Caille, c'est toujours la même iconographie. C'est une structure dominante, très géométrique, très rassurante, imposante, calme. Vous ne voyez pas les travailleurs, ou très peu, en tout petit. C'est un élément secondaire, quasiment. Toujours une ou des cheminées qui fument. Voilà, donc c'est le symbole de cette activité débordante. Et en effet, le slide suivant, on a réédité avec un commentaire historique en 1995 ces 200 images de la Belgique industrielle avec commentaires. Et donc, en voyant tout ça, je me suis rendu compte que l'esthétique et l'iconographie industrielle de ces 2 images que vous venez de voir est tout à fait représentative pour toute la Belgique et manifestement aussi en dehors de la Belgique. Il y a une seule image dans cet ensemble, la suivante, où on voit un intérieur d'usine. Et voilà, une manufacture de piano. Pas à Molenbeek, mais à Bruxelles, mais ça aurait pu. Et donc, un monde calme, ordonné, gentil, policé, il ne se passe rien de mal. Et quand vous prenez un exemple d'en-tête de lettres d'une entreprise molenbeekoise, le slide suivant, de 1921, vous avez toujours la même iconographie, la même image. Donc, un grand complexe industriel et avec quelques petits personnages qui gentiment peuplent ce lieu. Donc, on ne voit pas autre chose que quelque chose qui affirme quelque chose qui est dominant. Et la question sociale est totalement omise de cet imaginaire. Slide suivant. Molenbeek a manifesté très tôt son attachement anglophile avec une rue anglaise, puis les rues de Birmingham, de Liverpool, de Manchester, tous les 3 en même temps, 1961, ainsi que toute une nomenclature d'autres noms de rues qui font référence à l'activité industrielle. On commence par les quais du Charbonnage, rue des Houilleurs, rue des Gaillettes, etc. Et donc, c'est assez intéressant de voir aussi que jusque dans la toponymie et l'odonymie, on s'attache à affirmer son identité par l'activité industrielle. Ensuite, le territoire. Il m'a quand même semblé intéressant, disons, de faire, puisqu'on parle de modèle Manchester, point d'interrogation, il faut évidemment clairement définir les caractéristiques spécifiques de la localité qui est comparée à Molenbeek. Ici, Molenbeek, honnêtement, c'est un tout petit Manchester, toute proportion gardée, que ce soit en superficie, vous voyez, même pas 6 km². Ensuite, Molenbeek, ancien village, n'a pas de passé urbain comme Manchester, n'a pas de tradition proto-industrielle comme c'était le cas à Manchester. Le secteur textile n'a pas du tout été dominant, il a même disparu assez tôt, dans les années 30-40 du 19e. Et par ailleurs, l'industrie molenbeekoise a été, entre 1800 et 1970, extrêmement diversifiée, sans branche dominante, relativement peu de grandes entreprises, mais surtout de petites et moyennes entreprises, avec aussi une classe ouvrière très différenciée, évidemment. Autre élément que je trouve toujours important de mentionner, c'est que quand Manchester a eu un secteur bancaire avec tout le financement qui va avec, c'est absent à Molenbeek, puisque c'est le petit pousset de la ville de Bruxelles, où les banques belges et les grands fonds d'investissement ont évidemment leur siège. Le slide suivant, s'il vous plaît. L'aspect des infrastructures de transport essentielles,
Manchester, ça c'est évident. On vient de le voir pour Limoges. Ici, je vous cite très rapidement un certain nombre d'éléments absolument structurants, essentiels pour l'essor industriel de la commune de Molenbeek. 2 canaux, un ancien, qui existe depuis le XVIe siècle, mais pas très grand, qui est donc modernisé au même temps où on construit le canal de Charleroi. On construit pas moins de 3 gares ferroviaires à ou aux alentours de Molenbeek. Il y a tout un réseau de chemins de fer et de trams qui va être développé dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, c'est tout à fait évident que tout cela joue un rôle essentiel pour transformer un espace rural, périurbain, en faubourg industriel. Sachant aussi qu'aujourd'hui, les canaux, ça existe toujours, mais il n'y a plus de bateaux qui s'arrêtent à Molenbeek. Les 3 gares sont désaffectées ou rasées ou réaffectées. Donc là aussi, ça n'a plus pu jouer un rôle important, disons, dans un éventuel redéploiement de l'industrie molenbeekoise qui, en effet, est inexistante aujourd'hui. Avant-dernier slide, s'il vous plaît. Je trouverais utile de parler aussi de l'histoire de la société, de la population molenbeekoise, signaler que le mouvement ouvrier socialiste a été très important dans cette commune belge. C'est une des communes pionnières de cette mouvance, évidemment, avec la création de sa maison du peuple que j'appelle multiservice, typique du socialisme belge, qui est extrêmement pragmatique, qui est extrêmement réformiste. Et ce n'est pas une critique, c'est un constat sociologique et historique, tout simplement. Donc, coopérative, boulangerie, pharmacie, magasin de vêtements, de charbon, etc., etc. En même temps, je trouve intéressant de voir que quand je passe en revue l'historiographie, qu'il y a pas mal de trous dans la mémoire collective. En fait, on n'a jamais étudié les mouvements ouvriers chrétiens ou libéraux, qui pourtant sont très actifs à Molenbeek également, ou encore un autre sujet que je trouve vraiment passionnant, c'est le paternalisme patronal, avec donc une multitude de services profitant aux ouvriers et employés. Ici, je vous cite l'exemple d'une grande entreprise qui vient d'ailleurs de quitter le territoire de Molenbeek, Deleuze, le frère Le Lion, qui avait donc une multitude de services établis au profit de ses ouvriers et employés, mutualité, caisse de pension, services de santé, école du soir, jusqu'à une salle de gymnastique, une harmonie d'entreprise, etc., etc. Quelques mots pour terminer sur Molenbeek depuis 1970. Donc, le secteur primaire, de toute façon, a quasiment disparu. Il n'y a plus de paysans actifs à Molenbeek. Le tissu industriel s'est complètement effondré et le nombre d'emplois du secteur secondaire est devenu complètement marginal, au profit, si on peut dire, d'un secteur tertiaire, mais qui est de nouveau dominé par un certain nombre de grandes structures qui n'emploient pas de Molenbeekois. Et donc, ce qui est une des raisons d'un chômage endémique dans la commune. Sans oublier qu'ici, l'urbanisation a complètement mangé l'ancienne campagne, l'ancien village. Nous avons donc une densité de population extrêmement élevée au niveau de la Belgique, plus de 16 000 habitants au kilomètre carré. Nous avons toute une série de problèmes de la qualité de vie, par une véritable absence d'espace vert et de détente dans la commune, avec en plus une répartition très inégale sur le territoire. Grande disparité de la qualité du logement également dans la commune. Et je termine avec un tout dernier slide. Vous voyez, évidemment, c'est trop d'informations, mais ça c'est ainsi pour signaler que quand bien même nous avons une dynamique démographique très importante, avec une augmentation jusqu'à 100 000 habitants à partir de 70 000 en 2000. Ceci ne traduit nullement justement un essor économique et surtout pas un essor industriel. D'ailleurs, j'ai vu qu'à Tulle, la population a quand même nettement baissé. On est à 13 000 à 14 000 habitants. Aujourd'hui, on était à 20 000 il n'y a pas si longtemps que ça. Et manifestement, là, il y a aussi un certain effet, disons, de la disparition de la manufacture d'armes, enfin, ou de la réduction en importance de la manufacture d'armes. Donc ici, à Molenbeek, ce n'est pas un essor
économique qui se traduit dans les chiffres de la démographie, malheureusement, c'est plutôt un effet, disons, d'un espace où il y a encore du logement relativement bon marché, souvent de mauvaise qualité, et qui attire une population issue de l'immigration et qui se regroupe ici de façon très concentrée dans certains quartiers. Je vais arrêter là parce que c'est déjà beaucoup et le temps est sans doute déjà révolu, mais je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci à Sven Steffens. Il y aura le deuxième tour pour ajouter et notre cadre devient de plus en plus riche de détails. Deux mots, trois mots. En premier, Gênes n'était pas la Manchester d'Italie, mais était une des Manchester d'Italie, Saint-Pierre d'Arena, une ville près de Gênes, caractérisée par la présence de l'industrie mécanique, industrie lourde, pas textile, et qui a été appelée Manchester d'Italie. Saint-Pierre d'Arena comme Gallarate et comme les autres villes trouvées dans la recherche de Sven Steffens. Steffens a parlé d'imaginaire. La ville industrielle crée de l'imaginaire. Et alors, une réflexion peut-être, qu'est-ce qui reste de l'imaginaire? Parce que nous avons, beaucoup d'entre nous ont vécu dans une ville industrielle avec un certain imaginaire. Maintenant, il y a la mémoire du passé. Et quand je parle avec des étudiants à l'Université de Gênes, en mentionnant des lieux où il y avait des usines, très importantes usines qui n'existent plus. Maintenant, on peut avoir des centres commerciaux et les étudiants connaissent les centres commerciaux. Ils n'ont pas la mémoire. Leur imaginaire est complètement différent. Alors, aussi l'imaginaire des personnes qui sont maintenant en retraite, qui ont vécu les années 60, 70, ils ont connu la ville industrielle. Maintenant, c'est différent. Alors, l'imaginaire a une évolution historique. Et encore, il n'y a pas seulement l'imaginaire, mais la ville industrielle est aussi caractérisée par une culture, une mentalité, connaissance, savoir-faire, connaissances techniques. Il y a un patrimoine de connaissances. Et alors, une grande question est comment qu'on peut les maintenir en les transformant, en les adaptant au temps qui va changer. Ça, imaginaire, mais aussi connaissance, savoir-faire technique, connaissance industrielle. Enfin, Sven Steffens a dit que Molenbeek est la deuxième ville pour pauvreté. Alors, quels sont les effets de la désindustrialisation? Le déclin industriel peut se traduire en pauvreté dans le cas de Molenbeek. Il y a des solutions différentes. Exemple, Gênes. À Gênes, nous avons eu une chute de l'occupation industrielle remarquable et aussi une chute de l'occupation des dockers parce que les conteneurs a changé les travail dans les ports. Solution, mot dangereux en France aujourd'hui, retraite anticipée. Retraite anticipée qui ont évité les massacres sociaux dans les années 80, mais nous les payons maintenant. Nous les payons maintenant. Les bilans publics italiens paient la retraite anticipée de mes amis sidérurgistes au docker qui ont terminé de travailler à 50 ans, 52 ans et qui n'ont pas été massacrés. Maintenant, nous laissons l'histoire pour un moment, mais nous voyons avec l'intervention de Madame Myriam Joly les présents
la création d'une entreprise, les difficultés, l'opportunité, les problèmes, tout ce qui est passé, qui passe dans la vie de l'entreprise. À vous. Merci beaucoup. Sylvain, je ne sais pas si tu as eu mon message, on ne passe pas le film du coup, peut-être, parce que oui, c'est possible pour toi? J'avais un petit film mais de 2 minutes, mais on n'a pas le son, donc, et puis comme on est un peu contraint par le temps, je préfère qu'on passe directement au slide. Ah bon, ben il passe alors. Ben, écoute, alors ça va, laisse-le Sylvain. Alors c'est un film avec une belle musique. C'est chez moi, c'est la ferme en fait, donc c'est le départ de l'histoire. Et ça, c'est le bâtiment industriel que la dernière construction qui a été faite en 2020, donc on va après Retrouver l'essentiel. remettre les choses dans l'ordre. Et ce film montre en fait que le temps des industries de main-d'œuvre n'est pas encore dépassé. Voilà, c'est ce que je voulais, pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. En fait, je pense que, et c'est un peu le combat de ma vie en quelque sorte, je dirais, c'est qu'on peut vivre avec des industries de main-d'œuvre dans dans une certaine manière et conception de le faire. Et donner du sens. Donc vous voyez, ça c'est des techniques, des savoir-faire qu'on transmet. Ça s'appelle le remaillage à la main, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de soins. Et les personnes qui font ça sont des personnes qui sont extrêmement heureuses et épanouies de faire ça parce qu'elles ont un savoir-faire qui est reconnu. Voilà. Donc ça, ben voilà, vous voyez, on est à la campagne, on n'est pas par rapport à toutes les images qu'on vient de voir de l'industrie, je dirais, de l'industrie d'avant, quoi. Je pense que nous, on est dans l'industrie, on écrit. Je ne suis pas dans l'histoire, mais je l'écris finalement, quelque part. Je ne l'étudie pas, mais je l'écris, ou je la vis en tout cas. Voilà. Et donc, et là, ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le lien avec le consommateur, puisque donc nous, on vend en direct ce qu'on produit, et que ça, pour moi, c'est aussi très important. Ce qui est important pour moi, c'est de trouver du sens à ce qu'on fait, aux choses, et de donner du sens à tous les gens, à tous mes collaborateurs. Voilà. Donc, rapidement, maintenant, un petit historique. Pardon, excusez-moi, je ne parle pas dans le micro. Vous m'entendez quand même sans le micro? C'est mieux le micro? Ok. Non, mais il marche, c'est juste qu'il faut que je le mette là où il faut. Voilà. Donc, bon, voilà, tu peux passer. Voilà, juste cette petite phrase parce elle a animé toute ma vie, hein, finalement, bien que je l'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Hein. C'est d'ailleurs une cliente qui me l'a envoyée. Quel que soit votre rêve, vivez-le, car l'audace est empreinte de génie, de puissance et de magie. Alors ça, c'est vraiment un appel à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, hier, on a parlé de la personne de la CCI a dit il faut libérer l'entrepreneuriat. Certainement, il faut aussi que chacun puisse aller jusqu'au bout de ses rêves. Voilà. Donc notre histoire, donc rapidement l'histoire, 83. Donc moi je sors de l'école d'ingénieur agricole de Purpan et donc je m'installe dans la ferme. Avec des chèvres angora que je vais chercher au Texas. Et mon idée, c'est de vendre en direct. Donc ça, c'est vraiment l'idée maîtresse, c'est ce lien entre le producteur et le consommateur. Moi, je n'ai rien inventé, j'allais avec ma grand-mère sur le marché vendre ses œufs et je voulais faire la même chose. Donc, à l'époque, 83, on sort de l'école d'ingénieur avec des idées, des grandes idées, les filières, le lait, le truc, le machin, l'agro-industrie qui nous appelait de ces... Enfin, qui cherchait à nous appeler. Moi, j'avais envie d'aller vendre les œufs sur le marché. Et en fait, comme bon, quand même, j'avais été un peu curieuse, j'ai eu envie de faire autre chose que les œufs et donc de créer quelque chose qui, en France, on était déjà très gros consommateurs de mohair. On avait à Péronne une usine. Il y avait 1200 salariés qui travaillaient le mohair. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi on ne le produirait pas en France? Voilà. Donc, c'est parti de là. Donc, voilà, 83. Là, et cette passion des fibres naturelles, elle est restée Tu peux y aller. Voilà. 94, donc, parution du premier catalogue de vente à distance. Donc là, toujours, c'est la ferme. Hein. C'est la ferme qui produit et la ferme qui vend. Parce que j'avais créé un réseau avec les industriels autour. Donc Castres, Mazamet était à l'époque un bassin très très important, un bassin lainier très très important et qui commençait à être en déclin. Mais
c'était le début. J'ai accompagné le déclin, je dirais, puisque tout au long de mes 40 ans de carrière, j'ai dû rechercher des nouveaux partenaires pour pouvoir faire transformer mes matières. Donc 2007, le dernier je dirais un des plus importants, puisque donc les chaussettes en mohair étaient devenues très très importantes pour moi. Le 2007, il fait faillite et là, je décide de changer de métier et de relever le défi et de reprendre son entreprise à la barre du tribunal de commerce. Et donc, en fait, pourquoi j'ai fait ça ? Tout était dessiné parce que vous le savez, les liquidateurs judiciaires, ils sont très très organisés et que d'ailleurs ils m'ont fait une pression de dingue. C'était très très drôle parce que vraiment ça s'est passé jusqu'au dernier moment pour que je ne reprenne pas, parce qu'effectivement tout était déjà décidé. Les machines étaient prévendues en Turquie, les personnels ils allaient licencier tout le monde, tout allait très bien et ils sont venus me dire mais enfin Madame Joly, vous reprenez 6 personnes, vous vous rendez compte, c'est rien du tout. Bon, j'ai dit, moi, on verra bien ce que décidera le tribunal de commerce. Ils sont souverains, finalement. Hein. Et puis, aujourd'hui, on est 55. Et le président du tribunal de commerce est venu me voir récemment. Et il me dit, on est super content de vous avoir fait confiance. En fait, le truc, moi, qui m'a motivée vraiment, c'est que déjà, j'avais une clientèle qui aimait que ce soit fabriqué en France. Et que devoir partir ce savoir-faire, ça me paraissait impossible. Parce que quand... Maintenir un savoir-faire, c'est une chose qui n'est pas facile, mais le recréer, c'est autre chose. Donc en fait, on le voit là actuellement avec la filature de lin qui est revenue de Pologne, c'est quand même beaucoup plus compliqué que quand on l'a là sur place. Et effectivement, à partir des 6 personnes que j'ai repris, on a pu reformer d'autres, on a pu se moderniser, etc. Et donc voilà. Donc 2012, mes fils ont rejoint l'entreprise, 2 de mes fils ont rejoint l'entreprise. Voilà. Ensuite, 2013, évidemment, le voisin de celui qui me fabriquait les chaussettes et qui me fabriquait les pulls, il m'a dit, écoute Myriam, si tu veux, finalement, nous on va bientôt fermer, ça serait mieux que tu nous reprennes avant la liquidation. J'ai dit, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'en fait, j'ai payé beaucoup plus cher, évidemment, mais en fait, quand on reprend une entreprise qui a été liquidée, on reprend des gens qui sont complètement sinistrés. Et il a fallu longtemps pour redonner la pêche. Alors moi, je pense, si vous voulez, que le social, c'est pas pour faire bien qu'il faut le ménager. C'est pas parce que ça donne un joli truc. C'est juste parce que c'est efficace. Je veux dire, quand les gens ils ont envie, quand ils sont bien, on a des entreprises qui fonctionnent. C'est pas par bonté d'âme que je fais ça. C'est juste parce que je sais que c'est efficace. Voilà. Donc je l'ai repris. Bon, 2016, on est devenu EPV, donc entreprise du patrimoine vivant. 2020, alors pardon, reviens un petit peu en arrière parce que 2020, c'est important pour moi. 2020, c'est important pour moi parce que 2020, le 17 mars, notre président nous dit il faut tout arrêter, restez chez vous, truc. Et moi, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Nous, on a un savoir-faire, on ne sait pas faire des masques, mais on va apprendre. Parce que quand même, on ne va pas rester chez nous, payer à rien faire et importer des masques de Chine. Hein. Enfin, pour moi, c'était une aberration complète. Donc, j'ai dit à mes collaborateurs, j'ai dit non, nous, on ne ferme pas, on reste et on va fabriquer des masques. Et je peux vous dire que j'ai ramé, hein, parce que tout le monde, il faisait beau au mois d'avril, là, tout le monde faisait les jardins chez nous. C'était vraiment tranquille d'être à la maison à rien faire. On n'avait pas le Covid, il était que dans l'Est et dans le Nord. Chez nous, personne n'était malade, mais vraiment. Et donc, il me disait, mais enfin, Myriam, tu mets notre vie en danger. OK. Et puis, petit à petit, on a été médiatisés, tout ça. Les gens se sont rendus compte, il y a eu tout un réseau de solidarité qui s'est créé. Et là, je me suis rendue... Enfin, vraiment, on a eu un truc à tel point que les gens qui pouvaient rester chez eux parce qu'ils avaient des enfants de moins de 16 ans, je ne sais plus quoi, tout le monde est revenu travailler. Et la seule personne qui n'est pas revenue travailler sur les 50, quand tout ça a été fini, elle est revenue, elle a été éjectée du groupe. Et elle est partie d'elle-même parce qu'elle n'a pas pu retrouver sa place. Pour dire que quand on donne une raison... quand les gens ils sont convaincus d'une mission, ça donne des ailes, quoi. Et voilà, donc voilà, c'est tout. Donc 2020. Et en plus, donc, ce qui a été très beau, on a fait 230 000 masques, mais on a décidé de donner 1 euro par masque et on a équipé les 2 hôpitaux du Tarn qui n'étaient pas équipés
comment je dirais, de machines pour détecter le virus. Donc toutes nos analyses partaient à Toulouse et grâce à nos masques, on a pu faire ça. Donc ça donnait aussi du sens supplémentaire. Voilà, 2021, donc on a fait l'école. 2023, Missec fête ses 40 ans, avec 55 salariés. Et 2024, donc, la création du fonds de dotation, c'est-à-dire qu'en fait, dans la transmission de mon entreprise, j'ai donné 20% à un fonds de dotation que j'ai créé et qui a pour objet de soutenir la transformation du secteur textile afin de réduire son empreinte écologique dans le respect des limites planétaires et de manière solidaire avec tous les acteurs. Voilà, c'est une grande phrase. Qu'est-ce que ça veut dire en concret? Ça veut dire qu'on essaie de faire les choses le mieux qu'on peut dans mon entreprise, mais qu'on se rend compte que il faut aller plus loin que ça. Notre secteur, il est, on le sait aujourd'hui, le premier secteur qui, par rapport à tout ce qui est destruction de notre environnement, avant les transports, donc il faut le dire quand même, c'est énorme. Le textile, l'empreinte qu'il a sur les ressources planétaires, c'est une catastrophe. Donc, voilà, donc c'est pour ça que j'ai pensé que les bénéfices de mon entreprise, c'était bien qu'ils aillent à travailler sur le secteur plus largement que nous. Voilà, donc on a différentes actions. Bon, je ne sais pas si on est dans le temps ou pas, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. Peut-être juste que tu peux montrer, Sylvain, la dernière... complètement, les valeurs, oui, les valeurs, on peut en parler. Donc rapidement, les plus belles fibres naturelles, ça, vous l'avez compris, c'est mon je sais pas quoi dire, mon ADN, quoi. C'est vraiment ce qui me motive. Et aujourd'hui, en fait, donc évidemment, la ferme ne produit plus de mohair, mais ah, ça c'est l'accordéon. Hein, on est au pays de l'accordéon. En fait, la ferme elle-même ne produit plus, mais par contre, toutes les matières qui viennent sont des matières que je sélectionne. Je vais en Mongolie chercher le poil de yak et de chameau avec des éleveurs, avec des nomades avec lesquels on a créé des partenariats. On va en Afrique du Sud avec des éleveurs, on a 3 fermes qui nous produisent le mohair, des gens qu'on connaît, on connaît leur manière de travailler. On achète la laine soit en France, à Arles, donc avec les éleveurs qui ont recommencé à travailler sur des laines de qualité en France. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais bon, encore qu'à Limoges, ici dans le coin, vous avez encore des belles laines, mais après, partout ailleurs, la laine, elle a été sacrifiée pour le lait et la viande. Donc voilà, c'était notre réalité en France. À Arles, il y a encore des gens qui recommencent à travailler sur des belles laines. Et sinon, on va en Afrique du Sud parce qu'on a trouvé des gens qui travaillent sur l'élevage régénératif, ce qui nous paraît des choses vraiment très très importantes pour l'avenir de la planète. Il faut que, donc, comme je vous le disais, nous, on s'intéresse à une industrie qui ne soit pas prédatrice. Et donc, le fait de travailler avec des élevages régénératifs, c'est qu'en fait, on a comment je dirais, on a vu des choses incroyables, des déserts qui sont redevenus des prairies par l'élevage, par des techniques d'élevage. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Donc les matières naturelles. Et évidemment, l'humain au centre. Alors là, moi, tout ce que je viens de voir, et je le sais, enfin moi, cette image de l'industrie, c'est pas la mienne, quoi. Pour moi, le travail, ça doit épanouir l'homme, sinon, pour moi, ça n'a pas de sens, j'arrête, quoi. Et effectivement, donc, c'est quoi qui épanouit? C'est d'avoir des savoir-faire, d'être reconnu, d'avoir aussi une capacité à avoir une décision sur ce qu'on fait, de ne pas se sentir être un pion, qu'on nous met là, qu'on met là, qu'on met là. Chacun dans notre entreprise est au courant de tout ce qui se passe. On a une salle de gym aussi. Vous voyez, comme là-bas. Et voilà, et travailler avec le sourire, c'est la devise, quoi. Si les gens ne sont plus heureux de travailler, par les temps qui courent, c'est difficile, je dois le dire. On est en train de... jusque-là, j'avais jamais vécu ça, et je suis en train de vivre un changement de mentalité dans les gens, et je pense... très honnêtement, que l'exemple que nous donnent tous nos grands, là, tous nos dirigeants, tout ça, ça n'aide pas à donner à chacun, à nous les petits, l'envie de faire bien. Et que finalement, on se dit, c'est mon interprétation, et peut-être que je vous la livre gratuit, hein, voilà, je ne vous ferai pas payer. Mon interprétation, c'est qu'en fait,
il me semble qu'il y a 20 ans de ça, il y avait plus de conscience professionnelle et que chacun était plus responsable et se disait ce que je fais, ça implique les autres. Aujourd'hui, quand on voit tous nos dirigeants là, qui sont dans des affaires de corruption, de trucs, de machin, et des millions qu'on ne sait même pas ce que c'est, quoi, je veux dire, ce que ça représente pour nous. L'autre jour, j'ai une salariée, elle m'appelle, elle me dit, écoute Myriam, j'ai mon enfant qui est malade, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute, est-ce que j'ai le droit à rester chez moi? Bon, je dis, écoute, j'appelle la comptable, je vérifie sur la convention collective. Mais je dis, mais sinon, tu vas voir le docteur, comme tu as fait la dernière fois, il va te marquer un arrêt de travail. Elle me dit, oui, mais je vais avoir 3 jours de carence. Et j'ai dit, oui, peut-être, oui, tu vas peut-être avoir 3 jours. Elle me dit, c'est pas grave, je me ferai marquer 3 jours de plus. Voilà. Voilà où on est aujourd'hui, c'est-à-dire que tout devient un dû. Et moi, je suis convaincue qu'il faut reprendre de la, comment je dirais, mais qu'il faut reprendre de la conscience collective. Voilà. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'attache à défendre notre bien commun. Je suis persuadée qu'on a plein de choses à défendre. Voilà. Et juste, voilà. Et puis évidemment, volem viure al país. Voilà. Donc, moi, j'allais sur le Larzac en 74 pour manifester pour ça. Et donc, voilà, oui, bien sûr qu'il faut développer des industries dans nos territoires, parce que c'est ça qui fait de la vie. On l'a dit hier, effectivement, autour de ça, il y a des plombiers, il y a des coiffeurs, il y a une vie qui se crée. Moi, je ne conçois pas qu'on ne puisse pas avoir une industrie en France. Je ne le conçois pas, je ne sais pas. Il nous faut l'agriculture et l'industrie. Et après, il y a les services et puis le tertiaire qui se met en place. Mais si on n'a pas le socle, comment on va faire? Hier, je disais juste une petite truc. Comment on va faire quand il n'y aura plus toutes nos entreprises qui payent des impôts? Enfin, hier, j'ai parlé du fait que Chine, la fameuse marque chinoise, paye 270 000 euros d'impôts. Et j'ai dit que ma petite entreprise avait 55 salariés. Elle en paye 750 000. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en plus, on collecte 1,2 million de TVA. Et donc, ça veut dire qu'on est à 2 millions. Enfin voilà, c'est rien par rapport aux milliards de notre budget. Mais par rapport aux 270 000 de Chine qui nous inondent de textiles, qu'en plus, il faut qu'on ait à charge de gérer les déchets, enfin je veux dire, c'est une catastrophe. Et moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on est en train de construire comme mode, je veux dire, comme commun, où est-ce qu'on va? Voilà, et donc, faire mieux avec moins, voilà. Et puis, si tu peux passer juste à la toute dernière après, mais sinon, c'est pas grave. Enfin, voilà, vous l'aurez compris, c'était juste mon mot de conclusion. Non, ça, tu peux passer parce que ça va être trop long, le fonds de dotation, tac, voilà. Et voilà. Et moi, je vous invite à vous projeter dans ce monde que nous contribuons à faire émerger. Un monde dans lequel les entreprises assument leur rôle social et sociétal dans le respect des limites de la planète et contribuent ainsi, au-delà de leur seul apport économique, à l'avènement d'une société plus juste et plus durable. Voilà. Merci. Vous avez touché des thèmes absolument central. Alors, nous avons apprécié l'esprit d'entreprise, la capacité d'initiative et aussi une vision, mais une vision qui n'est pas partagée par tous. Alors, et aussi cet esprit de communauté qui Madame Joly a été capable de créer dans l'entreprise. Ce n'est pas le même esprit de communauté que nous pouvons voir dans d'autres cas. Nous avons écouté les mots paternalisme dans le cas de Limoges, dans le cas de Molenbeek, et le paternalisme a des façons différentes d'être introduit, pratiqué, réalisé, contrôle social, effective volonté de coopérer. Et il y a des thèmes importants, les marchés pour la porcelaine, pour les produits de demi-seigle, les niches du marché, comment
peut résister dans cette compétition globale. Alors, beaucoup de thèmes. Nous pouvons choisir, j'ai un moment de doute, parce que l'idée était de donner très brièvement, ça c'est un point ferme, la parole aux trois experts, mais j'aimerais bien aussi d'accepter des très rapides questions. Pour donner la possibilité de répondre et d'ajouter quelque chose. Merci à vous pour vos présentations très intéressantes. Alors, puisqu'on parle de Manchester, moi j'ai appris que le modèle de Manchester, c'est la concentration en usine verticale avec des machines à vapeur très puissantes qui ont ruiné la proto-industrie de petites fabriques rurales à domicile, éparpillées, disséminées sur les rivières. Et vous, Madame Joly, vous êtes une industrie proto-industrielle. Donc, je voudrais vous demander comment vous faites pour faire face à la concurrence de la grande industrie mécanisée, délocalisée, qui produit peut-être 10 fois moins cher que vous. Apparemment, le modèle n'a pas marché. Le modèle manchesterien n'a pas marché, apparemment. Donc, peut-être je me dis... Vous savez, je viens du nord de la France, de Roubaix, Lille. L'industrie textile s'est effondrée depuis les années 50. C'était le modèle Manchester. C'est pour ça que je vous pose la question. Nous pouvons recueillir les questions pour une réponse. Merci. Bon. D'accord. Serge Hérat, je suis médecin retraité, donc libéral. Donc il y a plusieurs points. Ce qui est intéressant, c'est au niveau en particulier de l'arrêt de travail, c'est tout à fait caricatural. Et j'ai connu cela, évidemment, puisque par anecdote, je peux vous dire que... Mais si, c'est intéressant. J'ai un patient court, qui me dit, bon, je viens vous voir, mais certaines ne vont pas vous voir quand vous avez besoin d'un arrêt de travail. Donc, on est exposé à cela et c'est dramatique. Alors, le deuxième point, je pense, c'est sur votre activité. D'abord, votre conviction est extraordinaire. Et le produit que vous produisez, je considère, par rapport à ce que vous produisez, est un produit de luxe. Peut-être à un prix abordable et surtout, vous êtes indépendant parce que vous voyez, le luxe est détenu par 3 groupes dans le monde, grosso modo, et être en dehors de ça et faire un produit ça, et probablement à des prix compétitifs par rapport à eux, c'est excessivement important. Est-ce que vous considérez que vous faites partie d'une entreprise qui fait un produit de luxe ? Nous allons prendre autre question. Première. Oui, ça passe. Oui. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les 3 exposés et en écoutant notamment l'exposé sur Limoges et sur Castres, je repensais à une thèse de sciences économiques qui a été soutenue il y a une quinzaine d'années sur les régions qui réussissent leur reconversion industrielle. Cette thèse, c'est une thèse de Madame Matré, qui s'intéressait à la réussite des pôles de compétitivité qui ont été créés en 2004 sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Et sa conclusion, c'était que les régions qui avaient vraiment réussi leur reconversion, Limoges, c'est un exemple quand même de reconversion réussie à partir de la porcelaine vers le sanitaire, l'électricité, de même que vous, madame, à partir de l'exploitation de la laine. Ce sont des territoires qui ont su remobiliser des activités ou du moins des ressources locales qu'elles utilisaient dans les stades précédents. Il n'y avait pas de rupture territoriale dans l'activité, contrairement à certains pôles qu'on a cherché à constituer à partir de rien. Et donc là, je vois une confirmation dans vos 2 exposés de reconversion réussie, parce que dans les 2 cas, on s'est appuyé sur l'exploitation de compétences en matière technique, en matière de connaissance des marchés, dans le cas de la porcelaine, comme dans le cas de la laine.
Ça, c'est une remarque. Mais ma question, elle porte plutôt, et là je reviens au modèle de Manchester. Vos deux régions, elles sont particulières. On a beaucoup parlé des ouvriers, mais il y a aussi les patrons. Vous en avez parlé, madame. Ce sont des patrons protestants, en majorité, enfin, du moins dans le cas de la porcelaine. La famille Aviland sont des Quakers. La région de Mazamet, le patronat du délainage, ce sont des protestants. Alors, quel est le rôle du protestantisme? Je ne crois pas trop aux thèses de Max Weber, puisqu'on a cité Max Weber tout à l'heure, mais là, il y a quelque chose qui m'invite à poser la question. Il y a des questions ici. Bonjour. Justement, par rapport au protestantisme et Weber, je me posais la question que je ne connais pas du tout l'histoire industrielle française, mais dans votre exposé, Monsieur Danthieu, j'avais l'impression que finalement tout s'organisait très bien sans que la puissance publique n'arrive. C'est-à-dire que vous avez, en fait, quel a été le rôle organisateur du territoire ou pas de la puissance publique dans, on va dire, le développement de Limoges. Voilà. Oui, bonjour. Quand je ne suis pas en Corrèze, j'habite dans l'une des villes de la banlieue rouge de Paris, qui a subi la désindustrialisation des années 70-80, dont plus d'un quart du territoire est en ZAC depuis 20 ans. Et pour construction de logements sociaux et bureaux surtout. Il n'y a plus d'industrie. Et ce faisant, on a construit un collège qui aurait dû ouvrir en 2015, jusqu'à ce qu'on se rende compte et qu'on rende public que le collège avait été construit sur une poche de mercure provenant de l'usine précédente. Je fais court. La question étant, à Manchester, à Limoges et à Molenbeek, dans quelle mesure sont prises en compte toutes les retombées des pollutions précédentes, hydrocarbures, etc., qu'il peut y avoir dans ces zones industrielles avant qu'on ne les reconvertisse souvent en logement. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Moi, j'ai 2 questions. Je voudrais savoir quelle est la place résiduelle de l'industrie de la porcelaine à Limoges. Et pour Madame Joly, est-ce qu'il y a à l'intérieur de votre entreprise une réflexion interne sur la hiérarchie des salaires? Bien, nous avons eu beaucoup de questions. Alors, on procède. Dominique Danthier, 5 minutes pour chacun. Nous voulons un peu de temps au break, mais 5 minutes, 15 minutes, et après, on peut continuer à parler. Bien. Alors, reconversion réussie par rapport à la porcelaine. Alors, transfert de compétences, oui, mais tout en sachant que ce n'est pas la même production. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une production d'art. C'est la grande ambiguïté de la porcelaine, c'est-à-dire de proposer au fond une activité de création artistique, mais de la massifier. Voyez, et donc là, on passe sur des usages qui sont complètement différents, qui sont les applications médicales, alors les applications électriques, bien sûr, et ça ne mobilise pas autant de main-d'œuvre, et ça mobilise une main-d'œuvre qui est beaucoup plus qualifiée. Alors en ce sens, oui, il y a une réussite, évidemment, puisque c'est un pôle qui est reconnu, qui est dynamique, mais qui, en même temps, n'a pas le même... Enfin, il a un impact économique, alors je ne vous dirai pas les chiffres parce que je ne les ai pas, mais qui, en termes structurants, c'est peut-être pas tout à fait la même chose que la porcelaine avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas le même impact en termes de personnel, de capitaux, etc., quoi. Ça, c'est la première chose. Alors, j'essaie de faire dans l'ordre des questions. Alors, sur le rôle du protestantisme. Rôle du protestantisme, oui et non, parce que dans le cas de Limoges, les Haviland sont des protestants Quakers, effectivement. Il y a d'autres patrons qui sont protestants, mais plutôt des luthériens ou des calvinistes venant de Suisse. C'est le cas d'Ahrenfeld, par exemple. Leurs convictions religieuses, pour la plupart... bof, je ne suis pas sûr que ça ait vraiment une implication dans leur façon de gérer leur rapport avec les ouvriers. Le seul, c'est Charles Haviland. On peut comparer les deux frères, Charles et Théodore. Théodore est réputé être un patron très, très dur. D'ailleurs, pendant les grèves, le lockout de 1905, où il y a eu donc des émeutes,
et un mort. Son automobile a été brûlée, il a été poursuivi jusque dans la cour de l'usine par des ouvriers. Il était détesté. Hein. Lui, il n'a pas développé d'œuvre patronale. Son frère Charles l'a fait. Donc surtout sous la forme effectivement de petites maisons, hein, de logements à destination des ouvriers. À Limoges, il y a eu des œuvres patronales, alors dictées parfois par des convictions religieuses, mais qui, alors dans le cas de patrons catholiques aussi, ont pu être assimilées à une forme de syndicalisme, de collaboration de classe, à ce qu'on appelait le syndicalisme jaune, quoi, en fait, hein, à la fin du 19e siècle. Donc le protestantisme, oui, mais c'est très marginal finalement, hein, en termes de réalisation sociale en tout cas. Et puis, alors, rôle organisateur de la puissance publique. Alors là, voilà une question, c'est... la puissance publique, en l'occurrence, c'est la municipalité, en fait, hein, parce que l'État n'est pas du tout partie prenante. Hein. La municipalité, en fait, elle accompagne le développement de la ville, hein, c'est-à-dire qu'elle va la doter en infrastructures. Hein, elle va, au fur et à mesure, donc, construire une voirie, mettre en place un réseau de tramway, parce que ça facilite aussi les déplacements des ouvriers qui pourraient habiter loin, parce que les faubourgs sont longs quand même, hein, parfois. Hein. Donc le tramway, c'est extrêmement utile. C'est quelque chose qu'on a perdu d'ailleurs, parce qu'on a préféré à une certaine époque développer les transports avec l'essence, hein, mais bon, ça c'est des choix. Donc rôle organisateur de la puissance publique. En termes d'infrastructure, oui. Alors après construction des réseaux ferrés, oui, même s'ils sont exploités après par des compagnies privées, au moins, enfin jusqu'à la création de la SNCF. Donc la puissance publique, en fait, oui, je pense qu'elle a plus un rôle d'accompagnement. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a une municipalité socialiste et que donc les relations avec les patrons sont complexes et tendues, et que la municipalité ne se voit pas au service du patronat. Voilà. Donc ça, c'est un élément important aussi. Hein. Et que la municipalité, par contre, là où elle est très structurante, c'est qu'elle encourage tout le développement des organisations ouvrières. Hein. J'ai parlé de la coopération tout à l'heure. L'Union de Limoges, elle travaille main dans la main avec la municipalité. Et ça pendant très longtemps, par le biais de ses œuvres sociales notamment. Alors les retombées de la pollution, alors écoutez, en termes de retombées de dépollution des sites, là je ne saurais pas vous répondre, hein, très franchement. La pollution de l'industrie de la porcelaine, hein, parce que sur la première image que j'ai montrée, bon, on voit une ville, tout ça est assez propre, hein, mais enfin il y a quand même des retombées, parce qu'on utilise du charbon, donc forcément... il y a forcément des retombées de particules de charbon. Après, pour le reste, c'est pas forcément une activité, c'est une activité qui consomme de la ressource. Est-ce qu'il y a eu des pollutions du site? Quand on a construit l'hôtel de police, je ne sais pas, il faut le demander au ministère de l'Intérieur. Je ne saurais pas vous répondre là-dessus. Hein. Bon, mais il y a d'autres sites hein, comme ça qui ont été... si on veut parler Marco Doria parlait de la mémoire tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites industriels qui ont disparu aujourd'hui. Hein. Vous voyez, par exemple, l'usine à Villante, c'est l'hôtel de police. Juste en face, il y avait la manufacture des tabacs, donc qui employait des ouvriers de l'État, qui était un bel ensemble industriel aussi, qui a complètement disparu. C'est un supermarché aujourd'hui. Hein. Bon, moi, quand j'étais gamin, on entendait les sirènes des usines encore, hein, parce que je vivais pas très loin. Et donc, on entendait les sirènes des usines qui rythmaient la vie du quartier. Effectivement, tout ça a disparu et la mémoire s'est réorganisée de façon totalement différente. Quant à la place de la porcelaine aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose à voir avec ce que ça a été. Il reste très peu d'entreprises. Alors à Limoges, évidemment, on pense à Bernardaud, bien sûr, hein, pour fabricant de porcelaine, hein, proprement dite. Vous avez une entreprise à Saint-Léonard-de-Noblat, à l'est de Limoges. Vous avez à l'ouest de Limoges, vers Saint-Junien, à la Fabrique, vous avez la plus vieille manufacture du Limousin, la plus vieille manufacture de porcelaine. Elle a été fondée dans les années 1830. Elle existe encore. Et elle est aux mains d'un groupe de luxe, je ne sais plus lequel, peut-être LVMH, mais j'en suis pas sûr, je ne me souviens plus. Enfin voilà, mais il reste quand même assez peu de choses. Hein. Alors le nom demeure, la qualité aussi, hein, bien entendu, la créativité, mais ça n'est plus vraiment, on ne peut pas comparer. Hein. Voilà. Écoutez, je serai bref parce que point de vue Molenbeek actuel, malheureusement, donc, il n'y a pas eu de reconversion à proprement parler. Il n'y a eu que la survie très réduite d'une petite activité industrielle. Donc les enjeux aujourd'hui, c'est plutôt comment réaffecter d'anciens sites industriels. Sur ce plan-là, je pense qu'il y aurait
moyen de faire aussi un exposé, mais on n'a pas le temps ici, pour montrer toute une série d'exemples à tout le moins intéressants. On va voir sur la durée si ça va être une réussite. Mais je pense donc à des collègues, ici donc aussi une collègue présente dans la salle, qui a dirigé un moment, disons, le musée appelé La Fonderie, qui est installé dans l'ancienne compagnie des bronzes à Molenbeek. Un bel exemple de reconversion d'un site industriel en un lieu de mémoire de l'industrie locale et régionale. Il y a toute une série de projets qui ont été réalisés à Molenbeek en termes de réaffectation d'anciennes brasseries qui sont devenues hôtels, qui sont devenus lieux de bureaux, etc. Une minoterie qui est devenue centre d'entreprise, mais plus voilà, une entreprise industrielle, mais découpée en petits lots, bureaux d'architectes, bureaux de studios de films d'animation. Enfin, donc c'est un peu, disons, l'économie urbaine, moderne, très contemporaine, souvent avec de l'emploi très qualifié, mais en termes de nombre d'emplois, et surtout pour un public populaire qui habite principalement dans la commune, les travailleurs viennent d'ailleurs et pas de Molenbeek, malheureusement, dans ce cas-là. Et en ce qui concerne la question de la pollution, effectivement, il y a une lourde pollution des sols, un peu partout où l'industrie était implantée à Molenbeek. Et donc, à chaque réaffectation d'un site, d'un terrain, il faut d'abord commencer par des sondages dans les sous-sols. Et on découvre très souvent des polluants lourds qu'il faut donc à grands frais extraire avant de pouvoir réaffecter les sites. Donc, c'est une réalité encore très présente à Molenbeek. Donc, sur ce plan-là, malheureusement, il n'y a pas de grande perspective d'avenir en termes de réindustrialisation qui me semble possible actuellement. Donc, il y avait plusieurs questions. Je vais dans le désordre. Rupture technologique, oui, bien sûr que nous, au contraire, on s'est inscrit dans une continuité et que, enfin, d'ailleurs, je l'ai dit, quand j'ai repris la première entreprise avec les 6 salariés, le but, c'était vraiment de garder ses savoir-faire et de pouvoir, à partir de ça, reconstruire quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est une évidence. Le fait de m'être installé dans le bassin de Castres a permis de toute cette culture lainière et puis également, on a le creuset d'innovation, on a différents lieux de rencontre entre industriels où ensemble on évolue ensemble, quoi. Voilà, et on est très solidaires et c'est très très important pour moi. Donc ensuite, hiérarchie des salaires, effectivement c'est discuté, enfin c'est pas discuté d'ailleurs, c'est en fait, en réalité, j'ai voulu construire quelque chose de très en râteau, c'est-à-dire, mais par contre d'avoir des salaires, le plus bas salaire chez nous c'est 125% du SMIC, ce qui est pas du tout fréquent dans le textile, puisqu'on a une convention collective très, très, très basse. Donc sur les 55 salariés, il y a 45 salariés qui ont ce salaire-là. Ensuite, on a quelques responsables de pôle qui ont d'autres salaires, et les plus hauts salaires sont 2 fois le salaire de base. Voilà. Donc voilà comment ça se pratique. Et en plus, on a une redistribution de 20% des bénéfices, ce qui correspond pour les salaires, enfin, ce qui a correspondu cette année à 6 000 €. Quoi. Voilà. Donc 4 mois de salaire pour les salaires les plus bas. Et qui était, comment je dirais, la même chose pour tout le monde. Ensuite, est-ce qu'on a un produit de luxe? Alors, on ne se classe pas vraiment dans le luxe parce que le luxe, c'est enfin, voilà, c'est des marques, c'est comme ça. On a un produit qui n'est pas un produit bon marché, c'est évident. On n'est pas dans le textile bas de gamme. On est, je dirais, dans un moyen de gamme, mais je ne sais pas comment je me qualifierais. Je crois qu'on est un peu à part et ça répond aussi à la question pourquoi est-ce qu'on arrive à réussir. C'est parce qu'on est un peu à part, qu'on est sur une niche et qu'en fait, on a surtout une relation avec, on a surtout une communauté de consommateurs qui partagent nos valeurs. Et je pense que c'est ça notre possibilité de survivre. Alors évidemment, la qualité du produit, elle est essentielle. Je ne parlerai pas de ça si nos produits ne duraient pas dans le temps, par exemple. Mais en fait,
Chez nous, un pull, c'est entre 100 et 200 euros, voilà, pour vous situer un ordre de prix. Donc, c'est pas, vous allez sur Chine ou sur Temu, ça vaut 10 euros. Vous allez chez Kiabi, c'est à 50 euros. Mais on ne parle pas de la même chose. Moi, je parle de produits que d'ailleurs, on ne trouve pas ailleurs dans le commerce parce que c'est 100% matière naturelle. Voilà. Donc, c'est un truc un peu particulier, ce qui fait qu'on est sur une niche. Voilà. Donc, effectivement, je connais bien le textile aussi du Nord parce qu'évidemment, on est en relation avec, et puis maintenant, je suis d'ailleurs responsable de tous les industriels du Sud pour représenter donc à Paris et donc je connais bien les gens du Nord et je sais ce qui s'est passé là-haut, donc je ne peux pas comparer, j'ai pas de leçon à donner, voilà, je veux dire notre histoire elle n'est pas duplicable, je crois, mais peut-être c'est juste une réflexion que chacun peut mener sur ce qu'il a envie de faire, quoi. Moi je crois pas je crois que vraiment le truc c'est les PME, je suis une fervente des petites entreprises. D'ailleurs nous on a pris la décision de ne pas grandir. On a décidé, et ça c'est pas facile, je vous le soumets parce que vous y réfléchirez tous, on a tous envie de faire toujours plus. Mais finalement, si on réfléchit, on se dit, mais est-ce que c'est plus qu'il faut faire ou mieux? Voilà. Et donc, effectivement, il faut avoir un stimulant, sinon on n'a pas envie de vivre. Mais le stimulant, il n'est peut-être pas d'en faire toujours plus. Voilà. Oui, la relation entre qualité et dimension est cruciale pour l'industrie. Et nous allons alors terminer cette première table ronde de la Biennale. Histoire d'industrie. Nous avons... vous voulez parler maintenant ou vous voulez profiter de coffee break pour... Oui, vous avez raison. Alors, en partant des points d'observation initial, deux villes, Molenbeek, Limoges, une entreprise, nous avons eu la possibilité de toucher beaucoup de points qui seront au cœur des prochaines tables rondes à démonstration de la richesse du thème choisi cette année, Histoire de l'industrie. Merci et bon coffee break, bon break.